Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur l'Or d'Afrique. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler sport. Je voulais parler de deux sportifs qui ont marqué chacun à leur façon leur histoire et qui malheureusement ont été un petit peu oubliés et dont très peu de gens connaissent l'histoire. C'est l'histoire de Max Brito qui est rugbyman ivoirien et Jean-Pierre Adams qui est footballeur sénégalais mais qui a joué en équipe de France. Et pourquoi j'ai voulu parler de ces deux personnages ensemble? Tout simplement parce qu'ils étaient, donc comme j'ai dit, ils ont marqué l'histoire et ils étaient promis à une longue carrière. Mais malheureusement, la vie, le hasard, le destin, appelez-le comme vous voulez, en a décidé autrement. Bougez pas, c'est parti. Brito est un rugbyman ivoirien né le 8 avril 1971 donc à Abidjan en Côte d'Ivoire et qui à l'âge de 4 ans il va rejoindre son père qui lui est immigré en tant que mécanicien pour une entreprise de construction navale à Biscarrosse. Donc il va arriver à Biscarrosse qui est une ville du sud-ouest de la France près du bassin d'Arcachon. Et là, il va faire ses études et devenir électricien. Et comme tous les enfants du coin, eh bien, il va s'intéresser au rugby, comme ses deux grands frères d'ailleurs, qui s'appellent Patrick et Fabrice, qui eux aussi jouent au rugby. Et ils vont évoluer tous dans un bon niveau quand même, au niveau régional. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que à la base, c'était pas Max Brito qui devait aller à la Coupe du Monde. C'était son frère Patrick qui avait été repéré en premier par le sélectionneur ivoirien pour jouer à la Coupe du Monde de rugby. Mais il a dû déclarer forfait en raison d'une pubalgie, pardon. Une pubalgie, en fait, c'est une douleur entre l'aine et le pubis et qui arrive souvent aux joueurs de foot, de rugby, d'athlétisme, qu'on va appeler souvent quand on dit qu'on a mal aux adducteurs, et ben souvent c'est des pubalgies et eux c'est vraiment de façon intense et là ils ne pouvaient vraiment pas jouer. Mais il a dit ben voilà, moi il y a mon frère qui est là et Max il faisait clairement l'affaire, 1m83, 83 kilos, il jouait très bien. Donc ils ont dit ok, bon Max va aller à sa place et tout. Et il faut savoir que c'était la première fois qu'un pays africain jouait pour la Coupe du Monde de rugby. Donc là, c'était le rêve pour Max. C'était vraiment une opportunité. C'était un conte de fées. Donc direction l'Afrique du Sud. Et là, sur place, quand même, ils vont se faire pas mal laminer. Parce que déjà, leur premier match contre l'Écosse, ils vont perdre 89-0. Et ensuite, ils vont perdre contre la France à 54 contre 18. Bon, c'est déjà moins. Mais c'est quand même des grosses défaites. Et malgré ça, Max, il kiffe ce moment. Il profite à fond. Nous sommes donc le samedi 3 juin 1995 au stade Rustenburg à Pretoria en Afrique du Sud donc, et la Côte d'Ivoire doit jouer son dernier match contre les îles Tonga. Les îles Tonga ou Royaume du Tonga, c'est des États qui appartiennent à la Polynésie et qui sont répartis en 3 archipels à l'ouest de l'océan Pacifique. Et eux, en fait, ils ont un style de jeu un peu comme les All Blacks. Ils sont très puissants, très rapides, très dynamiques, athlétiques, etc. Donc voilà, c'est un peu le même style. Et là, le match a à peine commencé depuis 2-3 minutes. Max s'empare du ballon, il commence à courir. Des dreadlocks au vent parce qu'à l'époque, il avait des dreadlocks. Il porte le numéro 16 et ailier gauche. Il commence à courir avec et là, il est plaqué par un de ses adversaires. Bon, classique au rugby, c'est normal. Et donc, cet adversaire qui s'appelle Enoch Afeaki, j'espère que j'ai pas écorché le nom, eh bien, il le plaque et il tombe. Et là, il est enseveli par un amas de joueurs. Mais rien de spécial à vue comme ça quand on voit l'action. Mais voilà, on voit que là, il y a un problème. Il se relève pas, il a perdu connaissance, le match s'arrête, les minutes s'éternisent. Qu'est-ce qui se passe? Et là, il est évacué du terrain sur un brancard, enfin sur une civière, sur un brancard, avec une minerve. Il est immédiatement transféré à l'hôpital de Pretoria. Et là, en fait, ce dont on va s'apercevoir, mais dont lui peut-être s'est aperçu, puisqu'il va dire que lui, il a senti comme une décharge dans tout son corps, comme si sa tête avait été coupée du reste de son corps. C'est la sensation un peu qu'il a. En fait, quand son cou était en porte-à-faux, ils sont venus appuyer dessus et ça a décalé ses 4e et 5e vertèbres cervicales. On a la moelle épinière, donc qui est un peu, on va dire,
le squelette du corps, donc c'est ce qui contrôle tout le corps, et recouvert par la colonne vertébrale. Et donc, au niveau de la colonne vertébrale, on a plusieurs vertèbres. Donc, au niveau du cou, on a les vertèbres cervicales. Après, jusqu'au milieu, à peu près au milieu du dos, on a les vertèbres thoraciques. Vers le bas du dos, on a les lombaires. Et jusqu'au niveau du coccyx, c'est les pelviennes. Donc, lui, ça s'est coupé au niveau cervical. Elles ont été décalées, en fait. Donc, l'opération consistait à remettre en place la colonne vertébrale. Mais malgré l'opération, le diagnostic a été sans appel en fait, puisque la moelle épinière a été carrément sectionnée en dessous de la 4e et 5e vertèbre. Il sera en fait tétraplégique à vie. Et là, pour ceux qui ont déjà vu le film Intouchable avec Omar Sy et François Cluzet, eh bien, vous devez parfaitement savoir ce que c'est qu'un tétraplégique. Mais pour le reste, je vais quand même expliquer très rapidement les différents types de paralysie partielle parce que c'est des paralysies partielles. Parce que la paralysie totale, bon, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Mais, il y a 3 types de paralysie partielle. Donc, l'hémiplégie, la paraplégie et la tétraplégie. Et tout dépend en fait de la zone du cerveau qui a été touchée ou alors de l'endroit de la moelle épinière qui a été touchée. Donc soit le cerveau, soit la moelle épinière. Par exemple, pour la paraplégie, qui est une paralysie des membres inférieurs, donc des 2 jambes, eh bien, c'est quand la partie inférieure de la moelle épinière a été touchée. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure qu'on a des vertèbres cervicales, thoraciques, lombaires et pelviennes, eh bien là, ce sera plus à partir vers la fin des vertèbres thoraciques, s'il y a une lésion, ça va être une paraplégie. Alors que l'hémiplégie, ça dépend de la zone du cerveau qui a été touchée. Si c'est le côté droit, vous allez être hémiplégique, c'est-à-dire que tout ce qui est bras et jambes du côté droit ou gauche va être paralysé. Donc, si vous êtes touché du côté droit, par contre, du cerveau, c'est le côté gauche qui va être hémiplégique. Mais si vous êtes touché du côté gauche, ça va être le côté droit qui va être hémiplégique. Parce que, bon, voilà, ça c'est une autre histoire, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà. Et par contre, pour la tétraplégie, eh bien, ça va être les cervicales qui vont être touchées. Et donc, si c'est les cervicales qui sont touchées, eh bien, forcément, tout le reste du corps va pas fonctionner, bien évidemment. C'est-à-dire bras, jambes, tronc. Donc, tout est paralysé dans le cas de la tétraplégie qui nous intéresse. Donc, Max Bretto est devenu tétraplégique parce que ses cervicales 4 et 5 ont été touchées. Aujourd'hui, 25 ans après, donc, après une longue rééducation, eh bien, il peut attraper quelques petits objets, les bouger, mais il faudrait pas que ce soit trop lourd. Il peut bouger son buste et sa tête, il est en fauteuil ou au lit. Il vit seul dans une maison à Talence, près de Bordeaux. Et il y a une équipe d'aides-soignantes, d'infirmières, de kinés qui se relaient pour prendre soin de lui, pour le nourrir, l'habiller, le laver, le changer, etc. D'après les interviews que j'ai lues de lui, eh bien le plus dur à gérer déjà, à part le handicap, parce qu'il était quand même jeune. Enfin aujourd'hui il a 49 ans, enfin là sur ses 49 ans, mais il était quand même jeune, il avait 24 ans. Mais c'est vraiment les douleurs qui sont inhérentes à l'handicap, parce qu'il faut savoir que les tétraplégiques ont d'énormes douleurs, ce qu'on appelle les douleurs neurologiques, parce que si vous voulez, le corps envoie des faux messages au cerveau comme s'il avait mal, alors que il n'y a pas de douleur, il n'y a rien, mais c'est un dysfonctionnement, on ne sait pas comment l'expliquer et on sait encore moins le soulager parce que c'est un niveau de douleur qu'on n'arrive pas vraiment encore à maîtriser et c'est apparemment tout le temps la douleur. D'après parce que j'ai lu plusieurs témoignages de tétraplégiques pour pouvoir comprendre cette douleur parce que très sincèrement au départ je comprenais pas comment on peut avoir des douleurs alors qu'on est paralysé. Mais voilà, d'après ce que j'ai lu c'est vraiment très douloureux et c'est très difficilement soulageable en fait. Donc il a ses douleurs tout le temps, toute la journée, alors qu'il ne peut rien faire concrètement. Donc voilà. En 2015, pour les 20 ans de l'accident, eh bien la Fédération ivoirienne de rugby a décidé de rendre hommage à Max Bretto en organisant un match de gala de bienfaisance pour faire une levée de fonds pour lui montrer la reconnaissance. Donc c'est ses anciens camarades donc les éléphants du rugby qui ont organisé ça. Et on devait aussi lui remettre un chèque de 1 million de francs CFA de la part du chef de l'État. Mais malheureusement, il y a eu des embrouilles pas possibles entre les organisateurs, donc les anciens équipés de Max Bretto dans l'équipe de rugby ivoirienne, et la Fédération ivoirienne de rugby. Parce que apparemment, ils auraient demandé à la fédération de payer le voyage de Max pour qu'il puisse venir en Côte d'Ivoire, mais ils ont dit qu'ils pouvaient pas. Et donc le fait que la fédération soit impliquée, que ce soit à eux qu'on ait remis le chèque pour qu'ils le remettent à Max
Max Brito. Eux, ça les a énervés. Je dis bien, je raconte l'histoire que j'ai vue. Hein. Après, je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais toujours est-il qu'il est rentré sans rien. Et donc ça les a énervés qu'on mette la fédération de rugby en avant, alors qu'ils ont refusé de financer le voyage. Donc voilà, ça a été un peu un raté malheureusement. L'intention était bonne, mais malheureusement l'organisation a fait que ça ne s'est pas fait. Ensuite, en 2019, je crois, je suis pas sûre de l'année parce que l'article n'a pas stipulé d'année, mais l'article date de 2019. Eh bien, les handballeuses ivoiriennes ont elles aussi décidé de rendre hommage à Max Brito sous l'égide de Alice Koudounion, qui est une ancienne handballeuse championne d'Afrique. Et elles ont décidé de lui rendre hommage en organisant aussi un gala de bienfaisance en son honneur. En fait, elles tenaient absolument à honorer et à rendre hommage à Max Brito parce que elles ont vraiment été touchées par le fait qu'il était si jeune et que voilà, il s'est, je ne vais pas dire sacrifié pour l'amour du sport. Et donc, c'est ça qu'elles ont voulu mettre en avant. Le fait que dans le sport, c'est vraiment aléatoire et tout. Donc, elles se sont rendues à Talence chez lui, elles ont fait une choré, elles ont chanté les chants traditionnels ivoiriens, elles l'ont nommé roi, elles l'ont ramené des panquita, je sais pas si vous voyez ce que c'est, des panquita, c'est des pains traditionnels de la Côte d'Ivoire. Et ils l'ont mis une coiffe avec les bijoux, etc. Elles ont dansé avec lui, notamment sa chanson préférée qui était Baka Roulé de Daouda et qui était son chanteur ivoirien préféré. Donc il a dansé avec elle, chanté avec elle et je trouve que c'est un très très bel hommage. J'espère que ça se refera peut-être une fois par an comme ça pour qu'il sache qu'on ne l'oublie pas en fait. Il a joué pour la Côte d'Ivoire et donc c'est important quand même de lui rendre hommage comme on fait pour les autres quoi. Donc voilà, côté vie privée, 1 an après son accident, eh bien sa femme l'a demandé la femme de Max Brito l'a demandé en mariage, mais 1 an après, ils ont divorcé. Et ils ont quand même eu 2 enfants deux garçons qui s'appelaient Mike et Anthony. J'ai pas trop d'informations supplémentaires sur ça. Mais voilà, toujours est-il qu'ils sont séparés. Ces enfants passent de temps en temps le voir. Mais voilà, ils n'ont pas réellement de lien ou quoi que ce soit. Pas réellement d'affinité. Il vit la plupart du temps seul. Donc, comme j'ai dit, à Talence, à Bordeaux. Voilà, voilà les 2 histoires dont je vais vous parler. J'ai vraiment beaucoup aimé faire ces recherches. Je sais pas si vous connaissez l'histoire. En tout cas, je trouve que c'est important de le savoir pour qu'on les oublie pas. Autant Jean-Pierre qui est dans son coma. C'est quand même important de lui rendre hommage, de rendre hommage au courage de sa femme parce que franchement, c'est une femme vraiment très courageuse. Et aussi Max Brito qui a un peu été oublié malheureusement et je trouve que c'est important quand même aussi d'en parler comme je viens de le dire. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner. En attendant, prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bisous, bisous.